Qu'est-ce qui se passe vraiment quand l'IA va chercher sur le web? Où est-ce qu'elle trouve ses sources? Est-ce qu'elle lit réellement les pages? Et comment tout ça se transforme en une réponse? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. L'idée ici, c'est pas de révéler les secrets précis derrière telle ou telle IA. À part les ingénieurs qui travaillent sur le système, personne ne connaît exactement les détails d'implémentation ou les paramètres du modèle. Mais on peut quand même comprendre la logique globale derrière tous ces systèmes, les arbitrages techniques et budgétaires, et surtout ce que ça implique pour toi en tant qu'utilisateur. Première chose importante, dans la plupart des systèmes, la recherche n'est pas automatique. Perplexity, c'est un peu une exception, comme il se positionne comme un moteur de recherche, ils vont forcer la recherche dans la plupart des requêtes. Mais pour les autres modèles, la première étape, c'est de se poser la question, est-ce qu'on a besoin de chercher? Et pour répondre à cette question, il y a globalement deux approches. La première, ça va être de fournir au modèle un tool de web search et de le laisser décider tout seul en fonction du contexte et de la description du tool quand est-ce qu'il doit l'utiliser. C'est ce qui se passe quand tu vas configurer ton système en local avec LM Studio par exemple. La deuxième approche, celle qu'on va retrouver chez la plupart des gros acteurs du marché, c'est d'avoir un modèle de classification dédié. Le rôle de ce modèle est simple, décider vite. Est-ce qu'il faut une recherche factuelle? Est-ce qu'il faut une recherche récente? Est-ce qu'on peut répondre à partir des informations que le modèle contient? Et on peut imaginer plein d'autres catégories comme ça. Est-ce que la query parle de code? Est-ce qu'elle parle d'actualité? Etc. Ça va dépendre du modèle avec lequel on travaille et des tools disponibles derrière. Ce modèle de classification, il retourne des scores assimilables à des probabilités qu'on va comparer avec des seuils fixes définis par les développeurs. Si le score no search est suffisant, alors le modèle va répondre directement avec ses connaissances internes. Si le score search simple dépasse le seuil, dans ce cas, on va lancer une recherche simple et ainsi de suite. Une fois qu'on a décidé de chercher, la requête utilisateur devient un problème. Elle est souvent trop longue, floue, trop conversationnelle. Pour chercher efficacement, on a besoin de réduire le bruit. Ce qu'on veut à la sortie, c'est une intention claire et une ou plusieurs requêtes exploitables. Les techniques utilisées peuvent être variables, mais ça va être des choses assez classiques. Il va y avoir de l'extraction d'intention. Est-ce qu'on veut informer, comparer, acheter, de la réécriture de requêtes, de l'extraction de mots-clés, de la normalisation, c'est-à-dire retrait des synonymes, fautes, doublons, et parfois de la décomposition en plusieurs requêtes. À la fin, on n'a plus une phrase humaine, on a une ou plusieurs requêtes optimisées pour le moteur de recherche avec lequel le modèle travaille. Une fois qu'on a la requête, l'étape suivante, c'est la recherche. Point très important, le système ne parcourt pas le web en temps réel. Ça, c'est une erreur que j'entends souvent, surtout quand on parle de sitemap ou de LLM.txt. Beaucoup de gens imaginent que l'IA va parcourir ces fichiers, s'en servir pour identifier les pages pertinentes sur le site, trouver la bonne source, puis répondre. En réalité, ce serait super lent, mais surtout impossible à l'échelle. Les sitemaps vont servir au crawl et à l'indexation, mais pas à la recherche en temps réel. Le système de search, lui, il interagit avec un index. En gros, le crawling, c'est la phase de collecte des documents. L'index, c'est ce qui permet de les retrouver rapidement. Parmi les index les plus connus, il y a Google, Brave ou Bing, des noms qui doivent forcément te parler. Maintenir un index à l'échelle du web, c'est extrêmement coûteux et c'est pas le métier des éditeurs d'IA. Ils peuvent parfois maintenir des petits index externes, notamment avec les données de leurs partenaires ou sur des sujets hyper spécialisés, mais dans l'ensemble, c'est beaucoup plus logique de s'appuyer sur des index existants. Encore une fois, Perplexity est un peu une exception. Il me semble qu'eux, ils ont un index interne, mais c'est pas le cas pour la plupart. Vous allez me dire, oui, mais pourtant, on sait que ces acteurs, ils parcourent le web, ils crawlent mon site, etc. C'est vrai, mais c'est principalement pour retrouver des données d'entraînement. C'est pas ce système-là qui est utilisé pendant le web search. Pendant le web search, ce qui se passe, c'est que la requête va déclencher un appel sur un index et le résultat de cet appel, ça va être une liste de documents potentiels avec des scores et des métadatas. Le système va récupérer un sous-ensemble de documents pertinents et va aller récupérer leur contenu. Donc à ce moment-là, il tape effectivement sur ton site, mais il ne le parcourt pas en entier. Ils vont simplement récupérer la page que l'index lui a dit de récupérer. D'après nos recherches avec Centaur, ils utilisent très peu de cache et vont refaire la requête pratiquement à chaque fois. Leur base de données en pratique, c'est vos serveurs. Une fois que le modèle a récupéré la liste de documents candidats, il y a un nouveau problème qui apparaît. C'est plus comment trouver de l'information, mais qu'est-ce qu'on doit garder dans le contexte. Le modèle, il a un budget de token fini. C'est impossible d'injecter tous les documents, même s'ils sont tous pertinents. Le système doit donc découper les documents, scorer les morceaux, éliminer les doublons et sélectionner le meilleur sous-ensemble possible. L'objectif, c'est pas l'exhaustivité, c'est d'avoir juste assez d'informations pertinentes et complémentaires pour répondre à la question que tu lui as posée. Et maintenant, on arrive à la dernière étape, la génération. Un LLM, c'est un modèle probabiliste. Son rôle, ça va être de prédire le token suivant en fonction du contexte et de son entraînement. Il va pas comprendre les sources, même s'il les exploite. Donc ce qui se passe, c'est quand le modèle
à la question et les informations qu'il a extraites dans les étapes précédentes dans son contexte. Ça va influencer la génération de la réponse et ça lui permet de répondre quelque chose de pertinent. Et cette réponse, elle n'est pas déterministe. Si tu poses 2 fois la même question au même modèle, la plupart du temps, tu vas avoir des réponses différentes. C'est possible sur certains systèmes de configurer avec la température zéro, une seed fixe, etc. pour avoir une réponse déterministe, mais dans la plupart des systèmes qu'on utilise au quotidien, il y aura de la variabilité. C'est aussi une des raisons des fameuses hallucinations. Certaines études récentes montrent qu'en 2025, sur les gros modèles comme ChatGPT ou Mistral, on avait environ 30% des réponses qui contenaient une information fausse. Et en réalité, c'est assez logique. Une fois qu'on a compris comment les sources sont sélectionnées, parfois avec des contradictions ou de façon non exhaustive, les limites du contexte, qui fait qu'on ne va pas pouvoir prendre en compte toutes les informations, et le caractère probabiliste des modèles, ça fait sens qu'il y ait de la variabilité et parfois des erreurs. Au final, le rôle d'un LLM, c'est pas d'aller chercher une vérité absolue, c'est d'optimiser pour avoir une réponse utile sous contrainte. Si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, c'est que le web search dans une chatbot, c'est pas magique. C'est pas une IA qui va lire Internet, c'est pas OpenAI qui a stocké l'ensemble des informations de ton site. C'est une pipeline de décision assez classique. Est-ce que je cherche ou pas grâce à un modèle de classification? Qu'est-ce que je cherche exactement grâce à des méthodes de reformulation de la requête? Quels documents je sélectionne et je garde en s'appuyant sur des index connus et sur des méthodes d'analyse de documents? Et comment je transforme tout ça dans une réponse utile grâce à mon modèle. À chaque étape, il y a des arbitrages techniques à faire en fonction des moyens qu'on a, de la qualité attendue, de la latence autorisée. Et c'est ce qui explique pas mal d'effets de bord du système. C'est une des raisons pour lesquelles ils vont autant crawler ton site web. C'est une des raisons pour lesquelles il peut parfois y avoir des informations incomplètes ou erronées. Que tu sois un simple utilisateur, que tu cherches à mieux être référencé dans les IA ou à t'en protéger, comprendre toute cette chaîne de fonctionnement, ça devrait t'aider. Et si tu veux aller encore plus loin pour vraiment bien comprendre comment fonctionne le système, tu peux construire ton propre prototype de chatbot avec du web search chez toi. Pour ça, il suffit d'un moyen de lancer un modèle, par exemple LM Studio, un MCP avec les fonctions utiles que tu vas pouvoir développer en Python, et puis une petite interface qui va te permettre d'orchestrer tout ça. Et tu vas voir très concrètement comment ça marche, où ça casse et pourquoi. C'est probablement une des meilleures façons de vraiment comprendre comment ça marche, et en plus, c'est super fun à faire. Si cette vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à liker la vidéo, laisser un commentaire et t'abonner pour être informé de la prochaine. Et puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo.